Je vais vous présenter en fait le projet sur lequel nous sommes en train de travailler au niveau de Brain Team avec des associations de patients sur le projet Evalrepi. Donc Evalrepi, c'est un projet c'est un projet qui va en fait nous amener à travailler sur le besoin et les obstacles au répit des aidants donc concernés par une maladie rare du système nerveux central. Donc c'est vrai qu'au départ on pensait qu'à cette journée-là on pourrait vous présenter les résultats. On a pris du retard en fait dans l'étude pour deux raisons. C'est parce qu'on a répondu à un autre appel à projet juste avant qui nous a pris beaucoup de temps. Et c'est surtout aussi, et Thierry Calva complétera en fait mon intervention juste après, on a revu un petit peu notre position par rapport au projet de départ. Notamment, on était parti sur les besoins en répit des aidants. Donc ça, voilà, un petit peu repérer quels sont les besoins des aidants, mais pour nos associations de patients. Et finalement, on a un petit peu revu notre copie où il ne suffit pas de repérer les besoins, il faut aussi comprendre les obstacles qui amènent, les obstacles au répit qui amènent en fait les aidants à ne pas faire appel finalement au répit. Et du coup, le questionnaire a été un petit peu remodifié par rapport à ces remarques-là. Et Thierry Calva, qui est sociologue, nous parlera justement des obstacles au répit. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'il ne suffit pas de dire il y a des besoins. Oui, il y a des besoins, mais il y a aussi des choses qu'on ne repère pas aujourd'hui. Voilà, alors pourquoi ce projet-là? C'est parce qu'au niveau de Brain Team, on est beaucoup sollicité pour avoir des places en accueil temporaire, en accueil de jour et beaucoup dans l'urgence, en accueil d'urgence, pour du répit. Donc c'est un petit peu comprendre pour quelles raisons c'était toujours dans l'urgence pour essayer d'anticiper et de travailler avec les établissements nous médico-sociaux sur les places qu'on pouvait proposer. On est souvent aussi sollicité, Juris Santé le confirme, sur le droit des aidants, le droit aux offres de répit, où est-ce qu'on les a, comment on les trouve. La question qu'on se posait, c'était comment mobiliser finalement tout le réseau médico-social qu'on a développé depuis plusieurs années pour aider justement à répondre comme offre de service à du répit pour nous, les associations de patients. Et puis, donc, il existe beaucoup d'études, donc je vous en donnerai deux d'une manière très brève, sur lesquelles on s'est inspiré des études sur le répit. Ça, aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais il n'y en avait pas sur les maladies rares du système nerveux central, et c'était important pour nous de repérer s'il y avait finalement des particularités sur le répit, ou si finalement les réponses existantes étaient beaucoup plus généralistes. Donc, dans ce projet Evalrepi, il y a plusieurs partenaires. Il y a Angers Métropole qui a déjà fait une étude sur le répit sur laquelle on s'est inspiré. Je vous donnerai 2 ou 3 résultats qui sont intéressants. On a la MAT, la maison d'accueil temporaire L'Escale, qui se situe sur le secteur de Dunkerque, qui est partenaire du projet. On a un représentant du GRAT, qui est une association pour l'accueil temporaire et le répit. On a évidemment l'Association française des aidants avec qui on a une convention et qui nous aide beaucoup dans cette réflexion sur le répit. Et puis on a plusieurs associations de patients, entre autres la FAF et Huntington Espoir et Juris Santé qui interviennent dans ce COPIL. Voilà un petit peu les membres du projet. Le projet, c'est à partir de 3 études, donc les études de l'Association française des aidants, qui a beaucoup mené de réflexions et de pistes d'action pour favoriser le répit des aidants. Il y a aussi une étude qui a été faite sur l'Ancréail à une dimension nationale, axée sur le handicap. Donc, il n'y a jamais sur les maladies rares, et encore moins sur les maladies rares du système nerveux central, mais il y a des résultats qui sont importants et sur lesquels on s'est inspiré. Et puis Angers Métropole, qui a en 2020 transmis en fait les résultats d'une étude sur le répit et qui permet en fait de voir pour quelles raisons les personnes font ou pas appel au répit, quels sont les besoins. Donc on est reparti sur une définition du répit. Je ne vais pas vous la donner, on retransmettra une partie du diaporama. Et c'est la définition en fait qui a été proposée lors de l'étude qui avait été faite par Angers Métropole, puisque la définition au départ, ça a été interrogé et 88% des personnes interrogées trouvaient qu'elle correspondait bien
à la notion du répit. Donc le répit, c'est considéré comme un moment où l'aidant peut faire une pause pendant laquelle le proche est pris en charge par une personne. Ce moment peut être utilisé par l'aidant pour se soigner, se reposer, prendre du temps pour lui, pour aller à un rendez-vous ou participer à une activité de loisir. Le répit permet aussi de s'éloigner des obligations du rôle de l'aidant pour prendre du recul ou encore retrouver une relation différente avec son proche pour un temps donné. C'est la définition en fait de l'étude qu'on va mener, sur laquelle on partira. Donc pour laquelle vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Donc dans les grandes études que je vous ai fait voir tout à l'heure, on a retenu pour bâtir nous notre questionnaire des points qui nous semblaient importants. Donc le répit comme une aide, le répit comme un repos, le répit comme un espace à soi, et évidemment pour le répit, c'est facile d'en parler, mais il y a des obstacles. Et en fait, il y a des obstacles pour faire recours au répit, entre autres. Ça, c'est l'étude Angers Métropole qui le met en avant, de coûts financiers, de gestion des imprévus, de culpabilité, d'impossibilité d'aménager son temps de travail pour l'aidant, et le fait que l'aidant puisse ou doit s'adapter en permanence. Donc beaucoup de choses sur le non-répit, ce qui nous a amené à faire évoluer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre étude et le questionnaire qu'on a préparé et qu'on diffusera du coup en janvier 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ANCREAI, au niveau du handicap, a mené aussi une étude sur le non-recours au répit et qui pointe comme ça que finalement, c'est pas tant le fait parfois qu'il n'y ait pas de choses qui existent au niveau du répit, il existe beaucoup de choses en termes de répit. On ne repère pas forcément ce qu'il y a, mais il y a aussi à se pencher sur la question pourquoi, malgré qu'il y ait beaucoup de choses, certaines personnes ne font quand même pas appel aux possibilités de répit qui existent aujourd'hui. Donc je vais laisser la place à Thierry Calva qui va nous parler un petit peu plus profondément de la question du non-recours au répit. Et l'objectif donc du projet Eval Répit, ça sera un petit peu de repérer au sein de la filière Brain Team qui sont les aidants pour les maladies rares du système nerveux central. Comment inciter justement les aidants à faire recours au répit, à repérer où sont les répits pour adapter en fait à nos pathologies, et de voir au niveau aussi des établissements médico-sociaux, du réseau médico-social qu'on a développé, comment ils peuvent apporter aussi une solution aux besoins qui sera repéré. Voilà, donc on compte, je vous le dirai tout à l'heure à la fin de l'intervention de Thierry Calva, on compte vraiment sur vous en janvier pour répondre au questionnaire qui va vous être adressé pour un petit peu repérer ces questions de répit et vous proposer après des axes de travail. Merci. Thierry, est-ce que tu m'entends? Oui, parfaitement. Ce n'est pas notre prétention de vous amener quelques réflexions sur le non-recours au répit. Et pour ça, peut-être repartir, comme j'interviens là en plein milieu de l'événement, mais peut-être repartir sur le contexte, en fait, qui est celui du répit, qui finalement, et dans la définition qui a été donnée par Isabelle et dans ce que les études ont pu relever, c'est finalement une solution à un processus qui est un processus d'aide familiale, qui est un vrai processus de déséquilibre dont on sait qu'il va avoir des répercussions au niveau à la fois familial, conjugal, professionnel, organisationnel. Derrière la question du répit, il n'y a pas simplement la question, par exemple, de l'aidant salarié, il y a aussi la question de l'aidant qui ne travaille pas, mais qui néanmoins, dans le cadre de son activité quotidienne, se retrouve dans des situations où il a besoin, à un moment donné, de pouvoir souffler. Quand j'évoque un processus de déséquilibre, c'est qu'en fait, si on regarde de façon un peu en cycle ce qu'est finalement la situation d'un aidant, la situation d'un aidant, c'est un processus de déséquilibre permanent qui fait que à chaque fois, on va se retrouver à aller au-devant d'événements nouveaux qui vont se présenter à nous. Et on a souvent coutume de dire qu'il n'existe pas d'école de l'aide familiale. Et d'une certaine façon, c'est même complètement vrai, puisque à l'école, généralement, on vous apprend à résoudre un problème globalement bien posé et pour lequel il y a généralement une solution qui s'offre à vous. Donc, on est dans un système qu'on pourrait qualifier d'univoque, alors que l'aide familiale, c'est précisément aborder une multiplicité de problèmes qui sont souvent des problèmes mal posés et pour lesquels les solutions, finalement, à ce problème existent en très grand nombre de façon très diverse. Et elle se caractérise par un cycle assez simple, c'est que derrière chaque aide familiale, il y a un événement qui va créer un nombre de chocs.
Donc, cet événement, ça peut être un diagnostic d'une pathologie, on a un enfant dont on révèle le handicap, mais aussi de ruptures plus ou moins progressives, qui sont par exemple dans le cadre des pathologies neurodégénératives, l'arrivée à bas bruit avec des signaux faibles de la maladie qui fait que progressivement, une personne âgée qui était son parent ou ses grands-parents commence à s'éloigner progressivement d'un champ relativement normal de fonctionnement. Donc il y a un premier temps qui est toujours celui de l'onde de choc qui généralement va chez les dents amener une forme de perturbation et de questionnement qui sont dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que cette maladie ou cet événement, comment est-ce que je peux faire, quel type de choses est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour éviter d'eux. Donc il y a comme ça une gradation sur laquelle je reviendrai assez vite, mais qui font que, bon an, mal an, on rentre dans l'aide familiale dans une forme d'accompagnement et de mise en œuvre de plans, d'accompagnement par exemple au domicile, on trouve l'établissement qui convient, on commence à organiser finalement un peu sa vie. Et puis, on a à ce moment-là le sentiment d'un retour à une situation maîtrisée. Donc, globalement, finalement, la situation est sous contrôle et généralement, un nouvel événement arrive. Vous l'avez par exemple dans des pathologies qui sont des pathologies comme dans le cadre de récidive de maladies, donc vous avez une crise, une rechute, un changement de rythme, mais on rentre à nouveau dans un système d'onde de choc, de perturbation, d'accompagnement et de retour à une situation maîtrisée. Donc finalement, être aidant, c'est être d'une certaine façon toujours en retard d'un événement qui arrive. Voilà. Alors on peut l'anticiper, mais généralement on est toujours à courir d'une certaine façon après les événements, et ce qui amène finalement aussi un contexte qui est aussi celui dans lequel le répit s'inscrit, qui est un contexte qui est un recontexte de redistribution des croyances et des rôles. Il y a un premier aspect, c'est qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est que finalement la maladie et l'accompagnement fait que la fragilité dont l'autre va finalement faire preuve vient déformer la vision de la situation que peut avoir l'aidant de son proche. Et là, on l'a dans de nombreuses pathologies. Moi, j'en ai une qui est le cancer, mais vous l'avez aussi dans des maladies comme le Lobdin syndrome, où on s'aperçoit qu'en fait, le patient, en termes de qualité de vie, bon an, mal an, arrive finalement à avoir de bons scores de qualité de vie, quand, pour les mêmes questions, son proche, et c'est encore plus fort dans le cadre d'enfants, a lui une vision beaucoup plus dramatisante de la situation de l'aidant. Donc, en fait, être aidant aussi, c'est d'une certaine façon avoir une loupe qui est une loupe un peu déformante qui peut nourrir le sentiment de culpabilité, le sentiment d'abattement. Par ailleurs, c'est aussi le moment où on va redistribuer en termes d'organisation, il y a une forme de repositionnement personnel dont on n'a pas toujours les clés. C'est vrai que l'époux l'époux qui avant était un conjoint, enfin le conjoint qui avant était un simple époux, ou un parent vieillissant qui était jusque-là son parent, se retrouve finalement à devoir être autre chose que ce que l'on a connu. Et donc, dans ce repositionnement personnel, on devient parfois le soignant de la personne qui auparavant était son épouse ou son époux, ou on devient le parent de celui qui auparavant était notre parent. Et évidemment, cette situation-là, qui est une situation qui n'est pas forcément toujours une grande simplicité, a évidemment aux côtés du patient le fait que se matérialise notamment par le fait que l'aidant devient une forme de victime de dégâts collatéraux de la maladie, bien sûr, et de l'accompagnement. Et puis par ailleurs, en termes de références qui se construisent, parce que je disais qu'il n'y avait pas d'école, c'est que on a des univers à la fois professionnels et personnels qui se télescopent, qui font que quand on est chez soi, on est sur un registre de l'intimité, on est sur un registre qui est plutôt celui du don, qui est plutôt celui de la gratuité, et on rentre dans des univers, par exemple l'univers hospitalier, qui est un univers non pas qu'il ne soit pas un univers de sacrifice et de don de soi, mais il est néanmoins géré et normé de façon bien plus professionnelle, avec derrière à la fois des objectifs à tenir, des protocoles qui se mettent en place. Donc on a là, quand on est aidant aussi, une situation qui est une situation qui peut être profondément bouleversée. Donc ça, c'est globalement le contexte dans lequel la situation de proche s'inscrit. Reste que par rapport à ce contexte, que moi j'ai pu observer, et je vais vous livrer là 3 freins qui sont sans doute des freins assez complémentaires à ce qui ont été dit, que je vous soumets. L'idée, c'est que qu'on puisse éventuellement ensuite en discuter. Le premier frein, en fait, qu'il peut y avoir dans le cadre d'une offre de
répit qui, si vous m'avez bien suivi, constitue plutôt une bonne nouvelle pour le proche, c'est que en fait aujourd'hui on est et donc ce premier frein, c'est celui de l'universalité, c'est-à-dire qu'on a mis derrière le mot de proche une forme de mot-valise, mais dont les bagages, finalement, les histoires sont extrêmement différentes. Pour le dire différemment, il n'y a pas un aidant, mais des aidants. C'est Lacan qui disait la femme, ça n'existe pas, il n'y a que des femmes. On pourrait aussi bien le dire de la part des aidants. Donc en fait, on a créé, constitué autour de personnes dont finalement le seul dénominateur commun est d'être relié à l'autre par un geste qui est celui d'aide. Donc on a mis dans ce mot valise-là l'ensemble des aidants. Et pour le dire un peu différemment, on a créé l'équivalent de la ménagère, de la catégorie marketing de la ménagère de moins de 50 ans. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré de ménagère de moins de 50 ans. Mais en revanche, j'ai rencontré des femmes actives, j'ai rencontré des femmes mères de famille, j'ai rencontré des femmes qui aiment faire du sport, qui aiment collectionner des timbres, et absolument pas quelqu'un qui se vivait comme étant une ménagère de moins de 50 ans. Donc ça, c'est un frein qu'il faut vraiment garder en tête quand on s'adresse aux gens. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait, la question de l'aide familiale, c'est une situation qui est en fait une situation mosaïque qui va induire de fait par le type de lien notamment qu'on entretient vis-à-vis de la personne qu'on accompagne, des positions de vie qui sont pas forcément toujours les mêmes et que l'offre de répit doit intégrer dans la façon même qu'elle a de se présenter à eux. Alors les types de liens, j'en ai mis là-dessus, c'est l'adresse qui nous les renseigne. C'est une étude relativement ancienne, mais qui permet de dresser en fait un panorama aujourd'hui de ce que sont les aidants. Et en fait, on s'aperçoit que on a une diversité de situations qui fait qu'évidemment, quand vous êtes le père ou la mère d'une personne qu'on aide, quand c'est votre grand-père, votre beau-père, votre compagnon, votre frère ou sœur, un enfant ou un autre membre de la famille, on n'a pas forcément une représentation qui est exactement la même de la situation d'aidant. Quand c'est un conjoint, par exemple, on est d'abord un conjoint avant d'être un aidant. Quand on est un parent, on est d'abord un parent avant d'être un aidant. Et quant à, je vous incite juste à regarder le côté droit de l'écran, vous pouvez constater que entre 15 et 20% de ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants ou les proches aidants sont en fait des amis ou des voisins, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien ni institutionnel ni familial avec la personne qu'ils accompagnent. Donc, autant vous dire qu'ils se sentent d'abord amis ou voisins avant eux-mêmes de se sentir aidants. Donc, vous voyez, on est, à travers le mot d'aidant, face à une réalité qui, pour beaucoup de gens, est une réalité relativement insaisissable. Et elle est d'autant plus insaisissable que, et c'est donc un deuxième élément quand même dans cette représentation un peu monolithique et qui, à mon avis, est une représentation beaucoup plus singulière à avoir de la part des aidants, c'est que on est aidant, mais on peut l'être de différents types. Et donc, il y a différents types d'accompagnement. Je vous ai pris juste ce chiffre. Il y a assez peu d'études qui ont été faites au niveau global. J'ai pris une étude qui a été faite sur l'insuffisance cardiaque que j'ai menée dans d'autres pathologies, mais on est à peu près sur les mêmes ratios, où en fait, on s'aperçoit que derrière la question de l'aidant, en fait, vous avez globalement un gros tiers qui est un aidant principal isolé, c'est-à-dire une personne qui intervient et qui pilote, coordonne, accompagne au quotidien la personne fragilisée par l'âge, la maladie, le handicap. Donc, vous avez un gros tiers qui est une personne principale qui est seule. Vous avez globalement, en général, entre 35 et 40% des gens qui sont plusieurs à aider et on est l'aidant principal. Et parfois, dans ce qu'on considère aussi comme des aidants, on est dans ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on appelle d'ailleurs, des aidants secondaires. Donc vous voyez bien que derrière cette notion d'aidant, on ne va pas convoquer le même type de situation. Dans un cas, on est sur une personne qui est une personne seule, souvent isolée et possiblement isolée, qui va avoir de gros besoins, donc nos 31%, mais à l'inverse, des gens qui ne sont pas des aidants principaux peuvent avoir à un moment donné beaucoup moins de besoins quant à la nécessité du répit. Alors c'est intéressant de le garder en tête parce que par rapport à ça, il y a une forme de calibrage à garder dans l'offre de répit qu'on propose, puisque si on calibre son offre sur les 11 millions, enfin 8 à 11 millions de gens sur lesquels, effectivement, possiblement l'offre de répit, ça c'est au niveau global, l'offre de répit intervient, vous vous apercevez qu'en fait, elle ne va pas intervenir de la même façon, avec la même intensité pour l'ensemble des personnes, et qu'il y a de fortes chances pour que, en fait, vous ayez environ, et c'est ce que des études comme le CREDOC, l'étude qu'a fait il y a peu de temps, le CREDOC et la CNAV le démontrent, vous avez au final entre 1,5 million et 2,5 millions de gens qui ont réellement des besoins.
au sens où c'est un besoin qui est un besoin vital sur les 8 à 11 millions de personnes. Enfin, et ça rejoint directement ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'il y a aussi une représentation de la part des aidants qui se fait aussi par type de besoin. Là, moi, j'avais dirigé des études sur les aidants à une époque où je m'occupais d'une fondation, c'était la fondation Novartis. On avait monté un panel national des aidants où vous aviez 3000 aidants qui ont été monitorés comme ça pendant 5 ans. On leur a posé plein de questions. J'ai juste tiré ce tableau et ces résultats parce qu'ils me paraissent intéressants. C'est que derrière la question du répit, je pense que vous serez d'accord, c'est l'idée qu'à un moment donné, on va permettre non seulement à l'aidant de pouvoir prendre du répit, mais donc ça signifie par effet miroir qu'on va donc se faire remplacer dans son rôle d'aidant, soit dans un cadre qui est un cadre extrêmement professionnalisé, je pense par exemple aux hôpitaux de jour, soit dans un cadre qui restera professionnel, mais qui sera plutôt sur un registre d'intimité domiciliaire, et qui est le cas du baluchonnage, par exemple, ou du relayage, aujourd'hui en France. Donc en fait, quand vous interrogez les gens, vous vous apercevez quand même que vous avez plus de la moitié, 58%, des gens qui ne souhaitent pas confier le rôle d'aidant à une autre personne de façon d'abord permanente. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas du tout remettre en cause sa situation d'aidant, mais même vous apercevez que les gens sont finalement assez frileux. C'est juste quelques heures par semaine, quelques jours par semaine, on arrive à des taux qui sont des taux relativement faibles. C'est-à-dire, que mes propos ne soient pas mal interprétés. Je ne dis pas que les aidants n'ont pas besoin de se faire remplacer, je dis juste qu'ils n'évoquent pas, quand ils y pensent, le besoin de se faire remplacer, ce qui là constitue quand même un frein assez conséquent. Donc, il y a un premier frein que je voulais illustrer, moi, qui est celui de finalement une forme d'approche universelle de l'aidant, compliquée, à comprendre, à faire comprendre, et derrière à finalement pouvoir personnaliser dans l'approche qu'on peut avoir des aidants. Le deuxième frein, c'est qu'en fait, en termes d'aide familiale, vous avez une notion qui est rarement abordée à grande échelle, plus souvent abordée à petite échelle, notamment dans le cadre de la médiation familiale, c'est la nature de la relation que l'aidant entretient avec la personne qui l'accompagne. Ce qui, d'une certaine façon, c'est pour ça que j'évoque la relation, une économie souterraine, c'est qu'en fait, on va se situer sur un registre d'économie relationnelle. Le premier facteur d'épuisement, auquel d'ailleurs répond majoritairement le besoin de répit, qu'on peut noter chez les aidants, là-dessus, moi j'ai mené une trentaine d'études sur de multiples pathologies. Le premier facteur d'épuisement, c'est évidemment, et sans surprise, le non-recours à l'aide ou à la délégation. Là, vous allez me dire, c'est vrai que je n'amène rien là de particulièrement fracassant. Ce qu'il faut juste savoir, en fait, c'est que ce non-recours à l'aide ou à la délégation, il est effectivement entretenu par une forme de dette relationnelle que l'on entretient vis-à-vis de la personne qu'on accompagne. Moi, j'ai toujours été très frappé de voir que les gens qui étaient les plus épuisés n'étaient pas forcément ceux qui accompagnaient les pathologies les plus dures, c'était pas forcément ceux qui ne travaillaient pas, c'était pas forcément des gens qui n'avaient pas de contraintes, c'était des gens qui refusaient de se faire aider, et ils refusaient d'autant plus de se faire aider qu'ils se sentaient dans une forme de dette vis-à-vis de la personne qu'ils accompagnent. Alors, pour illustrer la dette, vous allez rapidement comprendre, c'est, vous prenez un couple, dans un cas, vous avez une épouse qui était une femme au foyer et qui, de toute sa vie, a élevé ses enfants, et son mari a fait tourner a amené de quoi faire tourner la popote dans le foyer. Lorsque son mari tombe malade, par exemple dans le cadre d'une pathologie ou d'une maladie d'Alzheimer, à l'évidence, il y a de fortes chances pour que, si elle a été heureuse, etc., toute sa vie, pour qu'elle se sente en dette vis-à-vis de lui. À l'inverse, pour un couple qui peut être un couple assez différent, si c'est une épouse qui a dû scolter toute seule alors qu'elle travaillait l'éducation de ses enfants pendant que son mari allait jouer et finalement était alcoolique, j'aurais noté que c'est un peu outrancier, mais c'est juste pour faire comprendre, il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, elle se sente beaucoup moins en dette, voire même qu'elle pense que son mari est en dette vis-à-vis d'elle. Donc l'histoire de l'aide familiale, c'est d'abord et avant tout une question de dette. Et ce que montrent en fait les études,
c'est que on a tout intérêt quand on est aidant, et de fait, un des leviers majeurs en se disant est-ce que je m'autorise à prendre du répit ou à ne pas prendre du répit, c'est de s'interroger en permanence sur le solde de la relation. Alors, évidemment, le solde de la relation et cette économie relationnelle, elle est construite à la fois sur des éléments qui ont trait au devoir, qui ont trait à l'histoire, qui ont trait aux sentiments qu'on peut avoir, donc qui sont de multiples natures, mais qui, d'une certaine façon, à un moment donné, vont se matérialiser par une dette. Et cette dette, elle est très simple puisque je vais juste vous montrer comment fonctionne le système. Donc vous avez d'un côté soit une relation qui est une relation de crédit, il me doit plus que je ne lui dois, soit une relation de débit, je lui dois plus qu'il ne me doit. À partir de là, cette balance-là va amener des niveaux d'engagement qui sont des niveaux d'engagement minimal ou des niveaux d'engagement maximal. Allez là, sur le côté droit du tableau, vous avez effectivement le niveau d'engagement maximal dans le cas de dette débitrice, donc là où je pense que je lui dois plus qu'il me doit, et c'est là où vous allez recruter le maximum de gens qui seront dans une forme de propension à ne pas se faire aider. C'est-à-dire tous les gens qui, d'une certaine façon, vont trouver dans le fait de ne pas se faire aider, donc aussi dans le fait d'avoir une vie un peu compliquée, dans le fait d'avoir une aide qui est une aide qui leur réclame beaucoup, et qui vont vraiment se retrouver dans une situation qui va leur permettre, d'une certaine façon, d'éteindre cette dette symbolique, avec le risque, évidemment, qui est un risque de rupture, non pas de rupture conjugale ou de rupture familiale, quoique, mais surtout de rupture personnelle, avec des burn-out derrière, des comorbidités, avec un risque d'épuisement. À l'inverse, dès lors que vous êtes sur un registre de dette créditrice, eh ben c'est là où, quand vous pensez que la personne que vous accompagnez vous doit plus que vous ne lui devez, c'est là où vous allez avoir une propension plus forte à vous faire aider. Et évidemment, le risque, à force de se faire aider, c'est qu'on soit dans un risque de fuite avec des aidants qui, à un moment donné, disparaissent, non pas qu'ils s'envolent dans la nature, mais finissent à un moment donné par passer la main à un autre aidant, par rompre avec la personne avec qui ils appartiennent. C'est par exemple le cas dans le cadre de cancer du sein. Vous avez des chiffres qui sont de l'ordre de 80% des hommes qui s'en vont quand, ça doit être au bout de 2-3 ans, quand leur épouse a un cancer du sein. Donc, vous voyez, on est sur ce registre-là. Donc, finalement, si on regarde bien, hein, là où, à un moment donné, le service de répit serait le plus, entre guillemets, facile en termes d'accès et de recours, il est sur là, et c'est tout le paradoxe, hein, il est sur le côté gauche de l'écran, hein, côté bas et gauche de l'écran, mais en même temps, là où il serait le plus utile, c'est vraisemblablement là où les gens n'ont aucune envie de se faire aider. Ce qui est une forme de paradoxe, hein, quand même, dans la façon même qu'on aura d'amener l'accès, donc derrière l'idée du recours au répit. Ça, c'était le deuxième point, enfin le deuxième frein. Le troisième frein que j'ai baptisé celui de la réactance, c'est-à-dire d'une certaine façon le fait qu'on a une forme de résistance par rapport à un changement dont on pense qu'il vient nous menacer, c'est qu'il ne faut jamais oublier que dans un univers qui est un univers ordonné, organisé, et on voit bien que de déséquilibre en déséquilibre, mais de retour en situation maîtrisée, l'aidant a finalement une forme d'organisation propre qui lui est propre, toute solution que vous allez amener qui sera de nature, certes, à améliorer peut-être cette situation, mais surtout à désorganiser, au moins dans un premier temps, son organisation de vie, va se retrouver vécue comme une perturbation au nom, d'une part, du principe d'Archimède, qui est que, effectivement, quand vous plongez un corps dans un liquide, eh bien, vous recevez de sa part une poussée inversement proportionnelle. Donc, vous avez une forme de résistance assez forte et qui, par ailleurs, peut être vu aussi comme finalement marqué du syndrome de la shifting baseline, c'est-à-dire l'évolution du point de référence. La shifting baseline, c'est un concept qui a été inventé dans le domaine de l'écologie et qui part en fait d'une idée assez simple, c'est que chaque génération prend comme point normal et comme point de référence finalement la situation qu'elle connaît. Dès lors que vous amenez soit du plus, soit du moins, vous venez amener et semer de la perturbation, de la méfiance, et finalement derrière une forme de non-recours ou à l'aide ou de non-utilisation du service qui est proposé. Alors juste la shifting baseline, elle a été conceptualisée dans les fonds marins. On s'est aperçu que d'une génération à l'autre, on s'apercevait que ce qu'on appelait un gros poisson avait plutôt une taille qui avait tendance
à se réduire. Donc tout effet de nouveauté à un moment donné est de toute façon à intégrer, à regarder en gardant en tête ce syndrome de la shifting baseline. Alors, par rapport à ça, ça c'est 3 freins. Je voulais juste ouvrir sur 2-3 derniers éléments et puis ensuite l'idée c'est qu'on puisse discuter. Et vous proposer peut-être une autre façon de regarder la question du répit. Alors moi, j'ai effectivement regardé avec beaucoup d'attention la définition du répit, qui est une définition évidemment juste, validée par 88% des aidants, mais qui est quand on y regarde de près, une définition qui est une définition qui, à un moment donné, envisage finalement l'aidant comme étant systématiquement dans une situation dans laquelle il aurait besoin d'aide et dans laquelle il vivrait une forme de traumatisme très négatif. Là, je vous ai juste mis un chiffre qui est un tableau, qui est un tableau récurrent. Il y a un baromètre qui a été mis en place par BVA sur les aidants, où on demande aux aidants, dans le cadre de l'aide que vous apportez, quels sont les effets que cette situation apporte sur vos relations, votre morale, votre vie de famille. Enfin, vous lisez aussi bien que moi, hein, l'ensemble des critères qui sont là. Donc, ils sont d'une certaine façon screenés par nos aidants et on leur demande est-ce que vous avez du fait de l'aide des effets plutôt positifs, pas d'effets, des effets plutôt négatifs, et bon, après il y a les non concernés, on ne se prononce pas. Vous noterez donc que la part extrêmement négative de l'aide se situe à droite, dans les cases rouges, et on s'aperçoit qu'en fait, on retrouve nos 25-30% de gens qui sont globalement ceux qui ont des vrais besoins, encore que c'est pas valable pour tous les critères. Et à l'inverse, on s'aperçoit que les effets plutôt positifs ou pas d'effet du tout sont largement majoritaires. Donc, une autre façon de dire les choses, c'est que la question du répit, elle doit aussi intégrer le fait qu'aujourd'hui, quand on pense répit, et pas que le répit hein, d'ailleurs, quand on pense même les politiques des dents, oui. Vous m'entendez toujours? Allô, allô? Continuons, on vous entend très bien, il n'y a pas de souci. Merci. Quand on pense le répit, plus largement les politiques des aidants, souvent on est dans une logique d'objet, c'est-à-dire d'objet souffrant, c'est-à-dire que l'aidant est considéré comme quelqu'un de souffrant à qui il faut absolument apporter une solution pour lui-même et qui, derrière, va lui permettre, d'une certaine façon, de se reposer, de prendre du recul, etc. Alors que, il y a vraisemblablement, c'est une proposition, hein, c'est que derrière, il y a peut-être une forme de logiciel qui est à inventer, hein, qui permet aussi de lever à la fois les freins qui ont été évoqués par Isabelle et aussi ceux que j'ai, à un moment donné, comme ça, ramené, hein, qui est de peut-être passer d'une logique d'objet où l'aidant est forcément quelqu'un de souffrant à une logique d'objet dans laquelle l'aidant est un corps agissant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est plus celui qui subit seulement les événements, il est celui qui, à un moment donné, pose des actes et construit un certain nombre de choses qui, à un moment donné, ont du sens pour lui. Et en ce sens-là, au plan macro, hein, la façon de regarder les aidants, c'est qu'en fait, les aidants, c'est le premier nouveau mouvement social en France, un nouveau mouvement social. C'est un mouvement qui, sociologiquement, vient considérablement changer le paysage dans une société. Et de fait, hein, quand vous êtes 8 à 11 millions d'aidants, en étant un actif sur 5 ou un actif sur 4, quand derrière, dans le système de santé, vous commencez à devenir ce qu'on appelle un tiers acteur, c'est-à-dire celui avec qui les professionnels de santé non seulement composent, mais de plus en plus commencent à établir des stratégies thérapeutiques et des stratégies d'accompagnement. Donc, on devient une partie intégrante hein, du système de santé. Quand on produit 136 milliards de production de services, ces études qui montrent que les aidants en France produisent 136 milliards d'euros de produits, 136 milliards d'euros de services, ne serait-ce que parce que l'aide qu'ils amènent et l'accompagnement dont ils témoignent fait que c'est 136 milliards d'euros, c'est 1,5 fois le chiffre d'affaires de l'industrie automobile, simplement hein, pour comprendre, avant Covid, et c'est au produit net bancaire français avant Covid, et c'est par ailleurs des gens qui ont un vrai pouvoir d'achat, donc derrière aussi, ce ne sont pas simplement des gens qui sont dans une position de victime expiatoire, c'est aussi des gens qui peuvent agir, puisque en reconstitué, on estime que c'est entre 240 et parfois 280 milliards d'euros de pouvoir d'achat annuel. Donc on est face à des gens qui ont une vraie capacité à changer. Et ça, c'est au plan macro. Et quand on le regarde un peu plus au plan micro, moi je vous invite simplement à interroger peut-être
aussi le rôle de l'aidant, c'est-à-dire d'aller un pas plus loin que simplement le fait que l'aidant va avoir besoin d'aide, parce que l'aidant, quand on le regarde un peu différemment, c'est aussi dans cette situation de déséquilibre que je présentais au tout début, c'est aussi le manager d'une petite unité de production. Être aidant, c'est finalement être un producteur qui est un producteur d'une production finale qui va se traduire par de la santé, qui va se traduire par du maintien au domicile, qui va se traduire de la qualité de vie, par davantage de qualité de vie par rapport à la personne qui l'accompagne, mais à l'arrivée, il produit quelque chose avec le travail, qui est un travail bénévole, mais qui néanmoins est une activité qui correspond à un travail, donc comme n'importe quelle unité de production ou entreprise. Et derrière, pour y parvenir, même dans le domaine du service, il va s'appuyer sur un certain nombre de ressources, qui sont des ressources médicales, qui sont des ressources liées à la famille, notamment se faire aider par l'environnement, des ressources financières, parfois il bénéficie d'aide et autres, et puis aussi par son environnement plus ou moins immédiat. Par exemple, les voisins constituent à un moment donné des solutions de répit temporaires, très provisoires, mais qui néanmoins peuvent fonctionner. Donc, pour arriver à produire, il va mobiliser des ressources. Et ces ressources, ce faisant, il va faire preuve de 3 types de management. Il va organiser les ressources, il va rester motivé, en tout cas se donner les moyens de rester motivé, et par ailleurs, il va en permanence s'assurer que l'ensemble de l'activité qui est la sienne produit au final une forme de résultat. Et en même temps, c'est une activité qui est une activité sous contrainte, puisque cette activité, il connaît d'une part des contraintes de production classiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit disponible, il va manquer de temps, il va avoir des impératifs, qui sont parfois des impératifs de travail, et que dans ce cadre-là, comme n'importe quelle unité de production ou n'importe quelle entreprise, on va générer ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire globalement de la pollution, qui va se traduire par de l'épuisement, de la tension, une atteinte à la santé et de l'isolement. Et à l'inverse, il va être en permanence confronté à des contraintes qui sont non plus de production, mais des contraintes de friction, c'est-à-dire dans la gestion qu'il va avoir au quotidien, il va falloir qu'en permanence, précisément pour répondre aux déséquilibres, il soit dans des décisions à prendre, des arbitrages à faire. Il va avoir aussi à manager d'une certaine façon des contraires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lui demander d'être un expert sans avoir eu la formation nécessaire. On va lui demander d'être créatif, mais non pas de façon exceptionnelle, mais de quasiment devenir créatif pour trouver des solutions qui visent à aider, permettre à la personne de rester au domicile, permettre de mieux se déplacer. Il va falloir qu'il soit créatif, mais tout le temps. Donc on est là sur des frictions qui amènent, et ça on peut le démontrer, mais on l'a démontré. Là, j'ai mené une étude il y a peu de temps sur le sujet, qui vont amener de l'expérience, des compétences et des aptitudes qu'il va pouvoir à un moment donné valoriser. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais ce schéma-là permet en fait de voir que être aidant et derrière, être aidant et aider l'aidant, c'est jouer en permanence sur 4 leviers. Le premier, c'est de s'assurer que son stock de ressources est optimal, en tout cas qu'il se renouvelle. C'est de faire en sorte que les facteurs de charge qui sont les siens, alors par exemple dans le cas de l'entreprise, c'est d'être flexible, d'avoir des congés, d'avoir des dons de RTT. Donc les facteurs de charge sont des facteurs de charge adaptés qui lui permettent d'être dans une bonne configuration. Il y a un niveau de santé, évidemment, quand on parle de pollution en termes de santé, il y a un niveau de santé et qui est à accompagner avec pas mal de prévention. Et derrière aussi, la capacité qu'on va pouvoir à un moment donné à exprimer et à valoriser les compétences que l'on a pu acquérir. Et dans ces conditions, on peut très bien aussi imaginer que le répit vient apporter une réponse sur chacun de ces leviers. Au titre du stock des ressources, prendre du répit, c'est à un moment donné améliorer ses connaissances et avoir accès et avoir le temps de pouvoir trouver, planifier des accès à des solutions, qui peuvent être des solutions financières, qui peuvent être des solutions juridiques. Prendre du répit, c'est gagner du temps. Deuxième, on va pouvoir jouer sur le facteur de charge, c'est gagner du temps et de gagner en disponibilité. Au niveau de la santé, c'est aussi de pouvoir préserver sa santé, c'est pouvoir à un moment donné déposer son fardeau. Et enfin, en termes de potentialité, c'est-à-dire dans tout ce que l'expérience génère, c'est à la fois la possibilité pour lui de se former et en même temps derrière de pouvoir être dans une situation où il va pouvoir conscientiser tous les acquis qui sont les siens. Et on sait aujourd'hui que les compétences qui sont acquises et qui sont la plupart du temps réelles sont souvent très limitées
par l'image que l'aidant peut avoir des compétences qu'il a acquises, et d'une certaine façon, il ne s'autorise pas ou ne se donne pas le droit de considérer qu'il a acquis des compétences. Donc on voit bien que la notion de répit, elle est effectivement très transverse et qu'elle peut à un moment donné permettre de venir jouer sur les 4 leviers de l'activité d'aidant. Vous voyez, on est passé d'un corps souffrant à quelqu'un qui agit et qui est actif. Et c'est dans ces conditions-là qu'on peut, j'emprunte cette image à un énergéticien, donc il faut rendre à César ce qui est à César, mais en fait, en tout cas, le répit, c'est un des moyens pour l'aidant, et donc la promesse qu'on peut derrière aussi apporter à l'aidant, c'est qu'il peut réellement devenir Ironman en vrai, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où on ne vient pas à répondre à un besoin, mais on vient derrière lui amener les moyens nécessaires pour amplifier son action. C'est-à-dire que à travers le répit, on va en permanence s'assurer que la réserve d'énergie est suffisante. Ça va lui permettre, par le temps qu'il a, le temps qu'il prend, le souci qu'il a éventuellement de lui-même ou de son écologie personnelle, d'aller beaucoup plus loin. Il va pouvoir, à l'occasion du répit, et c'est aussi, et ça arrive, acquérir des nouvelles compétences qui vont pouvoir l'aider dans un cadre quotidien. Le fait de prendre du recul peut l'amener à regarder plus globalement les problèmes, donc d'une certaine façon aussi à être en capacité d'anticiper. Et évidemment, l'ensemble s'achève par le fait qu'il y a une forme de capacité d'action qui se trouve ainsi révélée. Et je m'arrête ici, ayant le sentiment d'avoir été un peu long peut-être. Non, vous n'avez pas été long du tout. Vous avez été captivant. Non, vous avez été captivant. Merci beaucoup pour cette description et cette approche très sociologique de l'aidant, pour ce panorama très exhaustif, j'ai trouvé. Alors nous, en fait, c'est vrai que dans Brain Team, on est en train de passer le cap de la logique de l'objet agissant, c'est-à-dire qu'on est en train de faire passer nos membres associatifs qui sont majoritairement des aidants familiaux de toute manière et qui ont bien sûr évidemment qui sont dans ce concept d'aide de dette relationnelle avec leur aidé. Donc on rétrécit un petit peu le scope du panorama que vous nous avez dressé. On est en train d'essayer de les faire passer en mode agissant, puisque on en a parlé déjà ce matin. On essaye de proposer des sessions d'accompagnement, formation. On en a parlé ce matin avec la formation parents experts. Là, nous, dans Brain Team, on va en parler après. On met en place un accompagnement aussi qui leur est destiné, et merci d'avoir pu intervenir dans le cadre de la présentation cet après-midi aussi de ce projet. Et nous, ils sont prêts à changer, je pense, tous nos aidants familiaux. Ils sont en demande, c'est un besoin qu'ils ont exprimé, et je pense que cette formation qu'on va leur apporter dans Brain Team, comme celle de ce matin aussi de parents experts, doit les aider à mieux être aidants. Ça va aussi leur permettre aussi, dans une certaine mesure, de leur proposer un petit temps de répit pour eux, pour pouvoir un petit peu faire un retour sur eux-mêmes et de savoir comment ils formalisent leur rôle d'aidant. Donc je pense qu'on a tous des Ironman en fait, nous, dans Brain Team. Donc je suis contente que vous ayez terminé sur cette image, parce que je pense que tout ce que vous avez dit, les gens qui sont soit à distance ou soit dans la salle se sont certainement reconnus. Je ne sais pas si on a eu des questions ou des remarques sur le chat. Je vais laisser la parole à Bénédicte qui va éventuellement vous lire quelques commentaires, et peut-être vous pourrez réagir, Monsieur Calva, éventuellement, ou d'autres. Oui, pardon ? Avec plaisir, merci. Excusez-moi, moi aussi j'ai un problème auditif. Donc on a des commentaires. Nadine Nougared et Catherine Malévès ont vraiment apprécié cette présentation, donc voilà, mais je pense que ce ne sont pas les seuls, c'est juste que ce sont les deux qui ont fait un commentaire à ce sujet. Il y a Catherine Malévès qui pose une question: pourquoi objet agissant et pas sujet? Ah non, c'est sujet agissant. C'est Sophie qui a mal répété. C'est de sa faute, d'accord. Ah, c'était écrit objet, on est d'accord. Hein. Non, il y avait marqué objet agissant. Il se peut que ce soit une erreur. Alors, il y avait écrit objet, effectivement. Mais on est effectivement dans une logique d'objet, on passe dans une logique de sujet.
c'est-à-dire on est celui qui à un moment donné est au centre de l'attention et à un autre moment on est dans une logique où c'est la personne qui prend d'une certaine façon son avenir en main. Donc oui, alors je vous prie de m'excuser alors si l'erreur, si c'est de ma faute, mais évidemment on passe d'une logique d'objet à une logique de sujet. Merci. C'était tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle où nous avons une question? Donc Marie, si tu peux donner le micro, un commentaire. Voilà, donc je suis Françoise Touboul d'Aramis. Donc moi, j'ai été aidante de mon mari pendant 6 ans et je fais de l'écoute. Donc voilà, je porte un peu la parole des aidants de l'association Aramis. Et j'étais un petit peu embêtée parce que j'ai trouvé qu'on mélangeait un peu aide et répit. De l'aide, on en a. Moi, quand j'écoute les gens, les femmes autour de moi, l'aide, elles vont en chercher, elles en ont besoin, etc. On arrive à s'organiser, mais néanmoins, il y a un moment où on a besoin de répit parce que c'est une question de porter une responsabilité. La responsabilité qu'on porte, elle est tellement lourde qu'à un moment, on est obligé de l'ôter. Même si on a mis en place toutes les aides, que ce soit les aides techniques, les aides pratiques, des aides psychologiques. Et voilà, donc l'aide et le répit, c'est 2 choses qui sont différentes. Et d'autre part, simplement un témoignage et que je retrouve beaucoup dans les gens que j'ai au téléphone. C'est vrai qu'il y a des obstacles au répit. Parce que il y a la notion, alors ça vient peut-être de culpabilité, ça vient peut-être. Je suis un peu embêtée avec la dette relationnelle parce qu'on ne trouve pas le mot amour et on ne trouve pas le mot bien-être. Mais on est arrivé avec nos conjoints, souvent c'est nos conjoints, à un certain équilibre avec l'aide qu'on a à la maison et on sent que si on a un répit, c'est-à-dire si on sort de cet équilibre-là, eh ben on a l'impression que notre époux, par exemple, va se trouver moins bien. Donc c'est pour ça qu'on a cité le baluchonnage. Moi, je trouve que de garder l'organisation qu'on a, mais que nous, ce qu'on fait nous, soit remplacé par une autre personne, c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin et on évite de prendre le risque que notre époux sorte de son cadre habituel parce qu'on sent que ça va casser des choses, que ça va moins bien aller. Par contre, ce qu'on fait nous, il faudrait qu'il y ait un moment, généralement, au début de la maladie, les gens vont dans des structures où ils peuvent aller à 2. Mais mettre quelqu'un dans une structure tout seul, j'entends pas parce que... Et le baluchonnage, moi j'aimerais bien en entendre parler parce que je pense que c'est assez compliqué. J'arrive pas, on arrive difficilement à trouver des structures avec qui font du baluchonnage. Alors pour répondre à votre question par rapport au répit, c'est l'objet en fait de l'étude qu'on va lancer au mois de janvier. Donc vraiment, je vous invite chacun à y répondre. Il n'y en aura pas pour longtemps, c'est pas un questionnaire fastidieux. Parce qu'en fait, justement, toute la difficulté qu'on a au niveau de Brain Team, c'est de repérer quels sont les besoins. Alors avec ce que Thierry aussi nous a dit sur cette histoire du non-recours. Mais en tout cas, pour ceux qui déjà mesurent qu'ils ont besoin, c'est un premier pas pour repérer le besoin et voir aussi ce qui existe déjà. Parce que parfois, ça existe, c'est que vous ne les repérez pas. C'est ce que vous avez dit. C'est aussi l'objectif du coup d'un Brain Team, de faire une cartographie aussi. En plus d'un territoire à l'autre, le baluchonnage existe. Dans d'autres, ça n'existe pas. Dans certains, ils sont en avance parce qu'ils étaient expérimentaux. Dans d'autres départements, c'est les prémices. Donc effectivement, il y a une variété de réponses qui, on se rend compte, surtout nous, au niveau de la prise en charge qui est plutôt nationale, que vous n'arrivez pas à repérer toutes les différentes formes. Puis alors, il y a une multitude de formes, parce qu'au début, dans le questionnaire, on avait énuméré toute une partie de répit possible pour voir si les gens les sollicitent ou s'ils ont besoin. Puis finalement, au fur et à mesure, on rajoute des choses parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc du coup, effectivement, je vous invite déjà à répondre au questionnaire. Et évidemment, on vous fera part à tous des résultats pour voir justement où est-ce que vous avez besoin, soit c'est soit c'est du repérage de structures, c'est comment nous au niveau de Brain Team on peut vous aider à repérer les structures, soit c'est vraiment du besoin de quelque chose qui n'existe pas et on verra qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour créer la réponse en fait. Mais effectivement c'est pas simple parce qu'aujourd'hui au niveau de Brain Team on n'a pas repéré encore
sur toute la France, finalement, quels étaient les besoins, qu'est-ce que vous attendiez. Et donc, tout le monde demande des choses en répit, mais vous n'y mettez pas la même chose dessous, en fait. Pour certains, c'est des structures sur l'extérieur. Il y en a d'autres, c'est surtout pas des structures à l'extérieur, ce qui s'entend, hein, parce que chaque situation est différente. Donc, il faut déjà qu'on arrive à repérer, en fait, ce que vous avez besoin. Merci. Et il y a une question derrière. Excusez-moi, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Le syndrome G de la Tourette est une maladie qui commence assez tôt et qui est surtout extrêmement perceptible au moment de du passage à l'école. Et c'est vrai que quand on a un enfant à l'école, la famille, la mère de famille ou le père ou les parents se trouvent dans une situation de plus de tranquillité puisque l'enfant va à l'école. Sauf quand la maîtresse rappelle parce que ça ne va pas, etc. Mais si vous voulez, c'est dans une certaine mesure une forme de répit. Ça se complique quand, après 18 ans, il n'y a plus d'école et il n'y a plus rien. Et c'est à ce moment-là que souvent, on voit la famille qui est confrontée avec des jeunes adultes à des situations qui étaient un petit peu celles qui étaient expliquées. Alors, nous avons pris les choses sous une autre forme aussi, parce que ça compte aussi. Nous avons organisé tous les ans, depuis plusieurs années, des campings familiaux qui regroupent des familles. Et donc l'idée, c'est de maintenir la famille, mais dans lequel les adultes se retrouvent, les parents se retrouvent entre eux, justement pour discuter ensemble de leurs problèmes, encadrés par des personnes qui peuvent les aider. Et les enfants sont pris en charge pour faire du théâtre, etc. Et c'est ce qu'on appelle un peu le répit annuel, et qui est d'ailleurs une idée qui est pas venue de nous, hein, qui est venue du Canada, où l'association canadienne organise depuis très longtemps ce genre de camp dans la forêt. Et finalement, on a du coup un rendez-vous annuel où les enfants arrivent dans une optique de liberté totale qui les aide énormément, et les parents se ressourcent de façon assez exceptionnelle. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément un répit dans le tous les jours, c'est une étape où on sait qu'il va y avoir un moment où on laisse tomber la pression, tant au niveau de l'enfant, du patient, qu'au niveau de ceux qui encadrent, et notamment surtout les parents. Pour nous, c'est une très belle expérience. Et ça rejoint ce que je dis, effectivement, c'est que ce retour-là, c'est un moyen de répit. Et en fait, il y en a toute une multitude qu'on ne connaît pas. Voilà. Exact. Est-ce que Thierry Calva avait un dernier commentaire à... Non, juste, il y avait des demandes dans le chat, je vois, sur ce qu'est le baluchonnage, oui, voilà, ou le relayage. Je peux laisser la parole. Tu connais mieux, Hubert, tu connais mieux que moi le baluchonnage, l'expérimentation en Nouvelle-Aquitaine. Alors le baluchonnage consiste, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises parce que ça a évolué. Le baluchonnage, il y a eu plusieurs expériences, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, à intervenir à domicile des personnes pour les remplacer 24 heures sur 24 à la place du conjoint ou des parents, hein, qui sont là. Donc, c'est-à-dire qu'on évite de déplacer la personne sur l'extérieur, c'est ce que vous expliquez. Donc, c'est une intervention de professionnels avec du 24 sur 24. Et le baluchonnage, c'est basé sur un peu la base du bénévolat, entre guillemets. Ce ne sont pas forcément des salariés qui assurent mais qui sont compétents. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas salarié qu'on n'est pas compétent. Un témoignage, il y a une petite société qui s'appelle Ernesti, et Ernesti, ce sont des étudiants vous connaissez peut-être, ouais. C'est des étudiants en études de santé, hein. C'est soit des internes, soit des infirmiers, soit des kinés, et qui font du baluchonnage. En fait, ils font simplement des nuits, mais c'est déjà très bien. Et c'est des personnels, c'est effectivement des gens qui ne sont pas payés, quoi. C'est des bénévoles. Mais ce qui est rassurant, c'est que ce sont des gens qui sont formés voilà.
qui sont formés, qui ont une formation en santé. Après, moi, j'en ai fait appel. J'habite à un endroit où il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train. J'ai jamais réussi à avoir un étudiant. Mais... Il y a des organismes aussi à titre payant qui le font. APF France Handicap en Nouvelle-Aquitaine. Oui, il y a des organismes à titre payant qui font ça. Et en fait, c'est le plus important, c'est ce que vous disiez, c'est d'assurer les nuits. Qu'on puisse un peu se reposer, qu'on ne soit pas 24 heures sur 24. Une idée de baluchonnage aussi, c'est les grands-parents. Pour ceux qui en ont. Oui, en fait, il n'y a pas une réponse d'un baluchonnage type. C'est pour ça qu'on a tous du mal à expliquer ce que c'est. Enfin, il y a des grandes lignes quand même, puisque c'est déjà le principe d'intervenir à domicile et pas sur l'extérieur. Donc, il y a quand même des principes qui se retrouvent. Mais après, il y a eu plusieurs formules et des expérimentations, parce qu'il faut aussi savoir qu'on est un peu hors du champ du droit du travail parfois, puisque pour certaines personnes qui interviennent, c'est pas du 24 sur 24, financé 24 sur 24, même si physiquement elles sont là. Donc c'est des expérimentations un petit peu de gauche à droite justement qui sont en train de se faire, qui sont pas encore finalisées, même si elles existent, et on a du mal en fait à en donner une définition commune. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore réglementé d'une manière officielle. Oui, et alors quand vous parlez de grands-parents, moi je trouve ça intéressant parce que ça fait quoi, ça, c'est le baluchonnage familial, quoi. Dans notre cas, de l'atrophie multisystématisée, c'est plutôt les enfants, hein, puisque c'est des personnes qui ont environ une soixantaine d'années. Et justement, là, un des obstacles au répit, c'est est-ce qu'on fait appel à nos enfants pour garder leurs parents? Mais là, on retombe un peu... Voilà, c'est ce que disait le sociologue, hein, c'est est-ce qu'on demande à nos enfants de garder leur père? Bon, voilà. Ça... Et c'est vrai que dans la cartographie qu'on essaye de mettre en place sur l'accompagnement médico-social, tout ce qui existe, et ben même si on disait il y a du baluchonnage, en fonction des départements, des régions, on n'aurait pas la même définition et les mêmes services. Mais c'est l'objectif en fait de cette cartographie. Et le baluchonnage, voilà, il s'écarte jusqu'à la propre famille, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres... Allez-y. Juste pour préciser, en fait, c'est un système relativement ancien, le baluchonnage, qu'on appelle relayage en France, qui vient du Québec et qui a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Marie Gendron et qui a inventé ça il y a plus de 20 ans. Et en fait, en France, c'est exactement ce que vous dites là. Il se heurte depuis que l'idée de pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire ça date globalement de la Journée nationale des aidants, donc 2010, la première édition, il se heurte de façon récurrente à la question du droit du travail. C'est-à-dire là où on a la possibilité de garder 24 heures sur 24 une personne, en France, c'est pas possible. C'est assez simple. Et je rajouterai juste, et après je m'arrête parce que je sais que vous avez des horaires à tenir. je m'arrête, que la question du voisinage, notamment, me paraît être une question à envisager de très près. On oublie souvent que le voisin, c'est finalement le soutien de proximité par excellence, qu'on est tous les voisins de quelqu'un, et qu'à un moment donné, ça s'est vu, moi-même j'ai pu l'expérimenter, les voisins peuvent permettre à l'aidant d'avoir un répit, certes court, hein, il ne s'agit pas non plus de donner une forme de responsabilité au voisin qui dépasse complètement son statut ou ses envies, mais néanmoins, c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. Quand je parlais d'écosystème tout à l'heure, d'environnement de l'aidant, le voisinage, à mon avis, est aujourd'hui une dimension qui est assez peu travaillée et qui mériterait sans doute qu'on s'y intéresse un peu plus. Parce que tous les voisins ne sont pas forcément des abrutis qui sont égoïstes et qui ne pensent finalement que du mal de leurs voisins de palier. Mais parfois, ça peut s'avérer à la fois de jolies rencontres et en même temps une vraie aide utile au quotidien et de quoi finalement permettre un répit qui soit un répit plutôt agréable. Certes court, mais plutôt agréable.